Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer avec vous les lettres choisies de Madame de Sévigné. Alors, la correspondance de Madame de Sévigné est d'un intérêt capital parce qu'elle décrit la peinture des mœurs et des caractères de ses contemporains, la vie de la cour de Louis XIV et les principaux événements de ce grand règne. C'est une mine dans laquelle les historiens et les philosophes n'ont jamais cessé de puiser. Ses écrits demeureraient un tableau unique de son époque. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au milieu de la lettre numéro 13. J'y pense d'autant plus que très souvent, je ne veux pas parler de vous. Il y a des excès qu'il faut corriger, et pour être poli, et pour être politique. Il me souvient encore comme il faut vivre pour n'être pas pesante. Je me sers de mes vieilles leçons. Nous lisons fort ici. La mousse m'a prié qu'il pût lire le tasse avec moi. Je le sais fort bien parce que je l'ai très bien appris. Cela me divertit. Son latin et son bon sens le rendent un bon écolier. Et ma routine et les bons maîtres que j'ai eus me rendent une bonne maîtresse. Mon fils nous lit des bagatelles, des comédies qu'il joue comme Molière, des vers, des romans, des histoires. Il est fort amusant. Il a de l'esprit, il entend bien, il nous entraîne et nous a empêchés de prendre aucune lecture sérieuse, comme nous en avions le dessein. Quand il sera parti, nous reprendrons quelques belles morales de ce monsieur Nicole. Il s'en va dans 15 jours à son devoir. Je vous assure que la Bretagne ne lui a point déplu. J'ai écrit à la petite Deville pour savoir comme vous ferez pour vous faire saigner. Parlez-moi au long de votre santé et de tout ce que vous voudrez. Vos lettres me plaisent au dernier point. Pourtant, ma petite, ne vous incommodez point pour m'écrire, car votre santé va toujours devant toute chose. Nous admirons, l'abbé et moi, la bonté de votre tête sur les affaires. Nous croyons voir que vous serez la restauratrice de cette maison, de Grignan. Les uns gâtent, les autres recommandent. Mais surtout, il faut tâcher de passer sa vie avec un peu de joie et de repos. Mais le moyen, ma bonne, quand on est à 100 000 lieues de vous, vous dites fort bien, on se parle et on se voit au travers. Vous connaissez les rochers, et votre imagination sait un peu où me prendre. Pour moi, je ne sais où j'en suis. Je me suis fait une Provence, une maison à Aix, peut-être plus belle que celle que vous avez. Je vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le vois aussi, mais vous n'avez point d'arbres, ni de grottes pour vous mouiller. Je ne vois pas bien où vous vous promenez. J'ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse. Si je croyais qu'il vous pût apporter ici par un tourbillon, je tiendrai toujours mes fenêtres ouvertes et je vous recevrai. Dieu sait, voilà une folie que je pousserai loin. Mais je reviens et je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens adhémars. Je ne vois pas bien où vous avez mis vos miroirs. L'abbé, qui est exact et scrupuleux, n'aura point reçu tant de remerciements pour rien. Je suis ravie de voir comme il vous aime. Et c'est une des choses dont je veux vous remercier, que de faire tous les jours augmenter cette amitié par la manière dont vous vivez avec moi et avec lui. Jugez quel tourment j'aurais s'il avait d'autres sentiments pour vous. Mais il vous adore. Dieu merci, voilà mon taquet bien revenu. Je vous écris 2 fois la semaine et mon ami Dubois prend un soin extrême de notre commerce, c'est-à-dire de ma vie. Je n'en ai point reçu par le dernier ordinaire, mais je n'en suis point en peine à cause de ce que vous me mandez. Voilà une lettre que j'ai reçue de ma tante. Votre fille est plaisante. Elle n'a pas osé aspirer à la perfection du nez de sa mère. Elle n'a pas voulu aussi, je n'en dirai pas davantage. Elle a pris un 3e parti et s'avise d'avoir un petit nez carré. Ma bonne, n'en êtes-vous point fâchée? Hélas, pour cette fois, vous ne devez pas avoir cette idée. Mirez-vous.
C'est tout ce que vous devez faire pour finir heureusement ce que vous commencez si bien. Adieu, ma très aimable bonne. Embrassez monsieur de Grignan pour moi. Vous lui pouvez dire les bontés de notre abbé. Il vous embrasse, cet abbé. Et votre fripon de frère. La mousse est bien content de votre lettre. Il a raison. Elle est aimable. Pour ma très bonne et très belle dans son château d'Apollydon. Lettre 14. À Madame de Grignan. Au Rocher, ce mercredi 5 août 1671. Enfin, je suis bien aise que monsieur de Coulanges vous ait mandé des nouvelles. Vous apprendrez encore celles de monsieur de Guise, dont je suis accablée quand je pense à la douleur de mademoiselle de Guise. Vous jugez bien, ma bonne, que ce ne peut être par la force de mon imagination que cette mort me puisse faire mal. Car du reste, rien ne troublera moins le repos de ma vie. Vous savez, comme je crains les reproches qu'on ne peut se faire à soi-même, mademoiselle de Guise n'a rien à se reprocher que la mort de son neveu. Elle n'a jamais voulu qu'il ait été saigné. La quantité de sang a causé le transport au cerveau. Voilà une petite circonstance bien agréable. Je trouve que dès qu'on tombe malade à Paris, on tombe mort. Je n'ai jamais vu une telle mortalité. Je vous conjure, ma chère bonne, de bien vous conserver. S'il y avait quelque enfant à Grignan qui eut la petite vérole, envoyez-le à Montélimar. Votre santé est le but de mes désirs. Il faut un peu que je vous dise des nouvelles de nos états pour votre peine d'être bretonne. Monsieur de Chaulnes arriva dimanche au soir, au bruit de tout ce qu'on peut faire à Vitré. Le lundi matin, il m'écrivit une lettre et me l'envoya par un gentilhomme. J'y fis réponse par aller dîner avec lui. On mangea à 2 tables dans le même lieu. Cela fait une assez grande mangerie. Il y a 14 couverts à chaque table. Monsieur en tient une, madame l'autre. La bonne chère est excessive. On reporte les plats de rôti comme si on n'y avait pas touché. Mais pour les pyramides du fruit, il faut faire hausser les portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de machines, puisque même ils n'imaginaient pas qu'il fallait qu'une porte fût plus haute qu'eux. Une pyramide veut entrer, ces pyramides qui font qu'on est obligé de s'écrire d'un côté de la table à l'autre. Mais ce n'est pas ici qu'on a du chagrin. Au contraire, on est fort aise de ne plus voir ce qu'elle cache. Cette pyramide avec 20 porcelaines fut si parfaitement renversée à la porte que le bruit en fit taire les violons, les hautbois, les trompettes. Après le dîner, monsieur de Locamaria et de Coatlogon, avec 2 bretonnes, dansèrent des passe-pieds merveilleux et des menuets d'un air que nos bons danseurs n'ont pas à beaucoup près. Ils y font des pas de bohémiens et de bas bretons, avec une délicatesse et une justesse qui charment. Je pense toujours à vous et j'avais un souvenir si tendre de votre danse et de ce que je vous avais vu danser que ce plaisir me devint une douleur. On parla fort de vous. Je suis assurée que vous auriez été ravi de voir danser Locmaria. Les violons et les passe-pieds de la cour font mal au cœur au prix de cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils font 100 pas différents, mais toujours cette cadence courte et juste. Je n'ai point vu d'homme danser comme lui cette sorte de danse. Après ce petit bal, on vit entrer tous ceux qui arrivaient en foule pour ouvrir les États le lendemain. Monsieur le Premier Président, les procureurs et avocats généraux du Parlement, 8 évêques, monsieur de Molac, Lacoste et Coëtglan, le père monsieur Boucherat, qui vient de Paris, 50 bas bretons dorés jusqu'aux yeux, sans communauté. Le soir, devait venir madame de Rohan d'un côté et son fils de l'autre, et monsieur de Lavardin, dont je suis étonnée. Je ne vis point ces derniers car je voulus venir coucher ici, après avoir été à la tour de Sévigné, voir monsieur Darwis et monsieur Fourché et Chézières, qui arrivé, monsieur Darwis vous écrira. Il est comblé de vos honnêtetés. Il a reçu 2 de vos lettres à Nantes, dont je vous suis encore plus obligée que lui. Sa maison va être le Louvre des États. C'est un jeu, une chair, une liberté jour et nuit qui attire tout le monde. Je n'avais jamais vu les États. C'est une assez belle chose.
Je ne crois pas qu'il y en avait qui ait un plus grand air que ceci. Cette province est pleine de noblesse. Il n'y en a pas un à la guerre ni à la cour. Il n'y a que votre frère qui, peut-être, y reviendra un jour comme les autres. J'irai tantôt voir Madame de Rohan. Il viendrait bien du monde ici si je n'allais pas à Vitré. C'était une grande joie de me voir aux États. Je n'ai pas voulu en voir l'ouverture, c'était trop malin. Les États ne doivent pas être longs. Il n'y a qu'à demander ce que veut le roi. On ne dit pas un mot. Voilà qui est fait. Pour le gouverneur, il y trouve, je ne sais comment, plus de 40 000 écus qui lui reviennent. Une infinité d'autres présents, de pensions, de réparations, de chemins et de villes, 15 ou 20 grandes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies 3 fois la semaine, une grande braverie. Voilà les États. J'oublie 400 pipes de vin qu'on y boit, mais j'oubliais ce petit article. Les autres ne l'oublieront pas, et c'est le premier. Voilà ce qui s'appelle, ma bonne, des contes à dormir debout. Mais ils viennent au bout de la plume, quand on est en Bretagne et qu'on n'a pas autre chose à dire. J'ai 1000 baisements à vous faire, de monsieur et de madame de Chaulnes. Je suis toujours tout à vous, et j'attends le vendredi où je reçois vos lettres avec une impatience digne de l'extrême amitié que j'ai pour vous. Notre abbé vous embrasse, et moi, mon cher Grignan, et ce que vous voudrez. Lettre numéro 15, à Madame de Grignan. Au Rocher, ce mercredi 21 octobre 1671. Mon Dieu, ma bonne, que votre ventre me pèse, et que vous n'êtes pas la seule qui fait étouffer. Le grand intérêt que je prends à votre santé me ferait devenir habile, si j'étais auprès de vous. Je donne des avis à la petite Deville qui ferait croire à Madame Moreau que j'ai eu des enfants. En vérité, j'en ai beaucoup appris depuis 3 ans, mais j'avoue qu'auparavant, cela, l'honnêteté et la préciosité d'un long veuvage, m'avaient laissé dans une période ignorance. Je deviens matrone à vue d'œil. Vous avez, monsieur de Coulanges, présentement, qui vous aura bien réjoui le cœur, mais vous ne l'aurez plus quand vous recevrez cette lettre. Je l'aimerai toute ma vie, du courage qu'il a eu de vous aller trouver jusqu'à Lampsec. J'ai fort envie de savoir des nouvelles de ce pays-là. Je suis accablée de celles de Paris, surtout la répétition du mariage de monsieur. Me fait sécher sur le pied. Je suis en butte à tout le monde, en tel qui ne m'a jamais écrit sans avise, pour mon malheur afin de me l'apprendre. Je viens d'écrire à l'abbé de Pontcarré que je le conjure de ne plus m'en rompre la tête, et de la Palestine qui va quérir la princesse, et du maréchal du Plessis qui va l'épouser à Metz, et de monsieur qui va consommer à Châlons, et du roi qui les va voir à Villecotteret. Qu'en un mot, je n'en veux plus entendre parler, qu'ils n'aient couché et recouché ensemble, que je voudrais être à Paris pour n'entendre plus de nouvelles, qu'encore, si je me pouvais venger sur les Bretons de la cruauté de mes amis, je prendrais patience, mais qu'ils sont 6 mois à raisonner sans ennui sur une nouvelle de la cour et à la regarder de tous les côtés, que pour moi, il me reste encore quelques petits airs du monde qui fait que je ne laisse aisément de tous ces dits et redits. En effet, je me détourne des lettres où je crois qu'on m'en pourrait parler encore, et je me jette évidemment et par préférence sur les lettres d'affaires. Je lus hier, avec un plaisir extrême, une lettre du bonhomme La Maison. J'étais bien assurée qu'il ne m'en dirait rien. En effet, il ne m'en dit pas un mot, et salue toujours humblement Madame la Comtesse, comme si elle était encore à mes côtés. Hélas, il ne m'en faudrait guère prier pour me faire pleurer présentement. Un tour de mail sur le soir en ferait l'office. À propos, il y a des loups dans mon bois. J'ai 2 ou 3 gardes qui me suivent les soirs, le fusil sur l'épaule. Beaulieu et le capitaine, nous avons honoré depuis 2 jours le clair de lune de notre présence, entre 11h et minuit. Nous vîmes d'abord un homme noir. Je songeais à celui d'Auger et me préparais déjà à refuser la jarretière. Il s'approcha et il se trouva que c'était la Mousse,
Un peu plus loin, nous vîmes un corps blanc, tout étendu. Nous nous approchâmes assez hardiment de celui-là. C'était un arbre que j'avais fait abattre la semaine passée. Voilà des aventures bien extraordinaires. Je crains que vous n'en soyez effrayés en l'état où vous êtes. Buvez un verre d'eau, ma bonne. Si nous avions des sylphes à notre commandement, nous pourrions vous conter quelques histoires dignes de vous divertir. Mais il n'appartient qu'à vous de voir une pareille diablerie sans en pouvoir douter. Quand ce ne serait pas que pour parler à Auger, il faut que j'aille en Provence. Cette histoire m'a bien occupée et bien divertie. J'ai envoyé la copie à ma tante dans la pensée que vous n'en auriez pas eu le courage de l'écrire 2 fois, si bien et si exactement. Dieu sait quel goût je trouve à ces sortes de choses en comparaison. Des renaudeaux qui égayent leurs plumes à mes dépens. Il y a de certaines choses qu'on aimerait tant à savoir. Mais de celles-là, pas un mot. Quand quelque chose me plaît, je vous le mande, sans songer que peut-être je suis un écho moi-même. Si cela était ma bonne, il faudrait m'en avertir par amitié. J'écrivis l'autre jour à Figuriborum sur son ambassade. Il ne m'a point fait réponse. Je m'en prends à vous. Adieu, ma très aimable comtesse. Je vous vois, je pense à vous sans cesse. Je vous aime de toute la tendresse de mon cœur et je ne pense point qu'on puisse aimer davantage. 1000 amitiés au Grignan, à proportion de ce que vous croyez qu'il m'aime. Cette règle est bonne, je m'en fie à vous. Mon abbé est tout à vous et la belle mousse. Lettre numéro 16 à Madame de Grignan. Au Rocher, ce mercredi 2 décembre 1671. Enfin, ma bonne, après les premiers transports de ma joie, j'ai trouvé qu'il me faut encore vendredi des lettres de Provence pour me donner une entière satisfaction. Il arrive tant d'accidents aux femmes en couche et vous avez la langue si bien pendue. À ce que me dit monsieur de Grignan, qu'il me faut pour le moins 9 jours de bonne santé pour me faire partir joyeusement. J'aurai donc mes lettres de vendredi et puis je partirai, je recevrai celles de l'autre. Vendredi à Malicorne. Je suis tout étonnée de ne plus trouver sur mon cœur, ni le jour, ni la nuit, ce caillou que vous aviez mis par l'inquiétude de votre accouchement. Je me trouve si heureuse que je ne cesse d'en remercier Dieu. Je n'espérais point d'être sitôt quitte. J'ai reçu des compliments sans nombre et sans mesure. Et du côté de Paris, par 1000 lettres, et du côté de la Bretagne. On a bu la santé du petit bambin à plus d'une lieue autour d'ici. J'ai donné de quoi boire, j'ai donné à souper à mes gens, ni plus ni moins que la veille des rois. Mais rien ne m'a été plus agréable que le compliment de Pilois, qui vient le matin avec sa pelle sur le dos et me dit « Madame, je viens me réjouir parce qu'on m'a dit que Madame la comtesse était accouchée d'un petit gars. Cela vaut mieux que toutes les phrases du monde. Monsieur de Montmouron est couru ici. » Entre plusieurs propos, on a parlé de devises. Il y est très habile. Il dit qu'il n'a jamais vu en aucun lieu celle que je conseille à Adhémar. Il connaît celle de la fusée avec le mot « de l'ardor d'ardir ». Mais ce n'est pas cela. L'autre est plus parfaite à ce qu'il dit. Chez Para pour chez Sinalzi. Soit qu'elle vienne de chez moi ou d'ailleurs, il la trouve admirable. Mais que dites-vous de monsieur de Lauzun? Vous souvient-il quelque sorte de bruit il faisait il y a 1 an? Qui nous eût dit, dans 1 an il sera prisonnier. L'eussions-nous cru? Vanité des vanités, et tout est vanité. On dit que la nouvelle madame n'est pas du tout embarrassée de la grandeur de son rang. On dit qu'elle ne fait pas cas des médecins et encore moins des médecines. On vous mandera comme elle est faite. Quand on lui présentera son médecin, elle dit qu'elle n'en avait que faire, qu'elle n'ait jamais été ni saignée ni purgée. Quand elle a quelque incommodité, elle se promène et s'en guérit par l'exercice. Lasciamo lo andar chez Farabuon Viaggio. Vous voyez bien, ma bonne, que je vous écris comme à une femme qui sera dans 22 ou 23e jour de couche. Je commence même à croire qu'il est temps de faire souvenir monsieur de Grignan de la parole qu'il m'a donnée. Enfin, songez que voici la 3e fois que vous accouchez au mois de novembre.
Ce sera au mois de septembre cette fois-ci, et vous ne le gouvernez. Demande-lui cette grâce en faveur du joli présent que vous lui avez fait. Voici encore un autre raisonnement. Vous avez beaucoup plus souffert que si on avait roué. Cela est certain. Ne serait-il point au désespoir s'il vous aime d'être cause que tous les ans vous souffrissiez un pareil supplice? Ne craint-il point à la fin de vous perdre? Après toutes ces bonnes raisons, je n'ai plus rien à dire, sinon que par ma foi, je n'irai pas en Provence si vous êtes grosse. Je souhaite que celui soit une menace. Pour moi, je n'en serai désespérée. Mais je soutiendrai la gageure. Ce ne sera pas la première fois que je l'aurai soutenue. Adieu, divine comtesse. Je baise le petit enfant, je l'aime tendrement, mais j'aime bien madame sa mère, et de longtemps ce degré ne lui passera par-dessus la tête. J'ai fort envie de savoir de vos passerelles, de celles de l'Assemblée, de l'effet de votre baptême. Un peu de patience. Je saurai tout. Mais vous savez, ma bonne, que c'est une vertu qui n'est guère à mon usage. J'embrasse monsieur de Grignan et les autres Grignans. Mon abbé vous honore et la mousse. Lettre numéro 17 à madame de Grignan à Paris, mercredi 23 décembre 1671. Je vous écris par provision, ma bonne, parce que je veux causer avec vous. Un moment après que j'eus envoyé mon paquet le jour que j'arrivai, le petit Dubois m'apporta celui que je croyais égaré. Vous pouvez penser avec quelle joie je le reçus. Je n'y pus faire réponse parce que madame de Lafayette, madame de Saint-Géran, madame de Villars me vinrent embarrasser. Vous avez tous les étonnements que doit donner un malheur comme celui de monsieur de Lauzan. Toutes vos réflexions sont justes et naturelles. Tous ceux qui ont de l'esprit les ont faites. Mais on commence à n'y plus penser. Voici un bon pays pour oublier les malheureux. On a su qu'il avait fait bon voyage. Et qu'il avait fait son voyage dans un si grand désespoir qu'on ne le quittait pas d'un moment. On le voulut faire descendre dans un endroit dangereux. Il répondit « Ces malheurs-là ne sont pas faits pour moi. » Il dit qu'il est très innocent à l'égard du roi, mais que son crime est d'avoir des ennemis trop puissants. Le roi n'a rien dit, et ce silence déclare assez la qualité de son crime. Il crut que l'on laisserait à Pierre Encis et commençait à Lyon à faire ses compliments à monsieur d'Artagnan. Mais quand il sut qu'on le menait à Pignerol, il soupira et dit « Je suis perdu. On avait grand pitié de sa disgrâce dans les villes où il passait. Pour vous dire le vrai, elle est extrême. » Le roi envoya acquérir le lendemain monsieur de Marsillac et lui dit « Je vous donne le gouvernement de Berry qu'avait Lauzun. » Marsillac répondit « Sire, votre majesté, qui sait mieux les règles de l'honneur que personne du monde se souvienne? S'il lui plaît que je n'étais pas ami de monsieur de Lauzun, quelle était la bonté de se mettre un moment en ma place, et qu'elle juge si je dois accepter la grâce qu'elle me fait. » Le roi lui dit « Vous êtes trop scrupuleux, monsieur le prince. J'en sais autant qu'un autre là-dessus, mais vous n'en devez faire aucune difficulté. Sire, puisque votre majesté l'approuve, je me jette à ses pieds pour la remercier. » Mais, dit le roi, je vous ai donné une pension de 12 000 francs en attendant que vous eussiez quelque chose de mieux. Oui, sire, je la remets entre vos mains. Et moi, dit le roi, je vous la redonne encore une fois. Et je m'en vais vous faire honneur de vos beaux sentiments. En disant cela, il se tourna vers les ministres, leur conta les scrupules de monsieur de Marsillac et dit « J'admire la différence. Jamais Lauzun n'avait daigné me remercier du gouvernement de Berry et n'en avait pas pris les provisions, et voilà un homme comblé de reconnaissance. Tout ceci est extrêmement vrai. Monsieur de la Rochefoucauld me le vient de conter. J'ai cru que vous ne haïriez par ces détails. Si je me trompais, ma bonne, mandez-le-moi. Le pauvre homme est très mal de la goutte, et ben pis que les autres années. Il m'a bien parlé de vous, et vous aime toujours comme sa fille. Le duc de Marsillac m'est venu voir, et l'on me parle toujours de ma chère enfant. » C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir.
Je reviens dans une prochaine émission pour continuer la suite de la lettre. Très bonne soirée, bonne nuit si vous vous couchez et comme d'habitude, bonne journée si vous vous levez.